Bonjour à toutes et à tous. Dans ce chapitre, nous aborderons le thème des régimes totalitaires qui se mettent en place en Europe à partir des années 1920. Ces régimes sont issus de la Première Guerre mondiale qui, par sa brutalité, bouleversa les structures de l'Europe. Elle fragilisa les démocraties et fit naître en Russie le communisme stalinien, en Allemagne le nazisme hitlérien et en Italie le fascisme de Mussolini. Autant de mouvements politiques antidémocratiques et violents qui ont fait basculer l'Europe et le monde dans la Seconde Guerre mondiale. En ce qui nous concerne, nous nous restreindrons aux régimes russes et allemands. Aujourd'hui, penchons-nous sur les origines des régimes totalitaires, d'où notre problématique, dans quel contexte et comment se développent les régimes totalitaires. Le régime communiste, qui s'installe progressivement en Russie, est né dans le contexte de la Première Guerre mondiale. En effet, la Première Guerre mondiale met l'économie russe en crise. Ainsi, le début de 1917 est un terreau fertile à la révolte. L'hiver est particulièrement froid et provoque une austérité alimentaire. Les problèmes d'approvisionnement s'aggravent en raison du froid, locomotives en panne, transports retardés, etc. La lassitude face à la guerre augmente. L'idée de grève générale se fait jour. Dans ce contexte, ont lieu le soulèvement de la population et des mutineries qui provoquent ce qu'on appelle la Révolution de février. Celle-ci marque le début de la Révolution russe. Elle provoque la chute du tsar Nicolas II et marque la fin de l'Empire russe. Par la suite, se mettent en place des gouvernements provisoires, mais incapables de gérer la situation. C'est alors qu'éclate la deuxième phase de la Révolution russe. Les bolcheviks, un mouvement minoritaire communiste dirigé par Lénine, provoquent un coup d'État en octobre 1917, qu'on appelle la Révolution d'octobre ou encore Octobre rouge. Lénine instaure alors un régime autoritaire d'inspiration communiste, reposant sur un parti unique. 5 ans plus tard, en décembre 1922, Lénine crée l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, comprenant alors la Russie, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine et la Biélorussie. Mais en janvier 1924, Lénine décède. 2 successeurs se font face, Joseph Staline et Léon Trotsky. Leur conception de la nature du Parti communiste diverge. Trotsky souhaite la reconstruction d'un parti comprenant du pluralisme dans ses représentations, tandis que Staline préfère un parti discipliné et monolithique. Alors, se présentant comme l'héritier de Lénine, Staline élimine ses opposants, dont Trotsky, dans une série de purges. Il prend enfin et finalement la tête de l'URSS jusqu'à sa mort le 5 mars 1953. Il met en place ce qu'on nomme aujourd'hui le stalinisme, une idéologie caractérisée par la mise en place d'un État policier totalitaire, centralisé, l'emploi de la force, de la violence et de la terreur. Venons-en maintenant à l'Allemagne. Tout d'abord, en 1918, en Allemagne, se met en place la République de Weimar. Mais cette république est considérée par les partis politiques d'extrême droite comme responsable de la défaite et de l'humiliation du traité de Versailles en 1919. Le traité de Versailles est un traité de paix signé à Versailles donc en juin 1919 entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale. Il annonce la création de la SDN, la Société des Nations. Des sanctions fortes sont prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés. Ainsi, l'Allemagne, qui n'est pas représentée au cours de la conférence, est amputée de certains de ses territoires et est privée de ses colonies. Enfin, elle est astreinte à de lourdes réparations économiques et à d'importantes restrictions de sa capacité militaire. Le traité de Versailles produira donc un fort ressentiment au sein de la population allemande. De fait, la misère et la crise économique que vit l'Allemagne dans les années 1920 permet au NSDAP de se développer. Le sigle NSDAP signifie Parti national socialiste des travailleurs allemands, souvent nommé simplement Parti national socialiste ou Parti nazi. Mais durant cette décennie, il reste marginal et ne connaît pas de succès politique majeur. Durant cette période, Adolf Hitler s'illustre d'abord par un coup d'État raté en novembre 1923 qu'il envoie en prison pendant 9 mois. C'est là qu'il écrit Mein Kampf, Mon combat, un ouvrage dans lequel il expose sa doctrine nazie, une vision du monde raciste, antisémite, ultranationaliste et belliqueuse. En sortant de prison, Hitler décide de conquérir légalement le pouvoir.
Selon lui, les nazis doivent parvenir au pouvoir par la force des urnes et non par la force des armes. En réalité, les nazis n'ont utilisé le système démocratique de la République de Weimar que pour mieux la détruire. Alors, le krach boursier de 1929 et la crise économique mondiale qui s'ensuit frappent de plein fouet une économie allemande déjà très fragile. Ceci est un terrain propice pour le parti nazi. Peu à peu, les nazis conquièrent le pouvoir. Aux élections législatives de 1930, le NSDAP obtient 107 sièges et 6,5 millions de voix avant de devenir le premier parti d'Allemagne en 1932. Hitler est alors nommé chancelier par le président Hindenburg le 30 janvier 1933. Fort de son pouvoir, Hitler va provoquer l'effondrement de la démocratie. Dans un contexte de violence extrême, il démantèle rapidement toute opposition politique. Le 1er février, il dissout le Reichstag, à savoir le Parlement allemand. De nouvelles élections sont organisées. Dans ce cadre, le 27 février 1933, le palais du Reichstag est incendié par les nazis, mais ils en accusent les communistes. Cela leur sert de prétexte pour pourchasser leurs ennemis politiques et interdire le Parti communiste. Le 24 mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs et, dès juillet, le NSDAP devient le seul parti officiel. Finalement, en seulement un an, il instaure sa dictature en passant du statut de chancelier à celui de Führer, à savoir le guide. Merci de votre écoute et beau soleil à vous.